Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. D'abord, l'émission « Est-ce que nous vivons dans un État démocratique ou dans un État oligarchique? » C'est-à-dire, est-ce que nous subissons le pouvoir d'un petit groupe de très puissants? C'est la thèse qu'avance Hervé Kempf dans son dernier livre « L'oligarchie, ça suffit ». Nous allons en discuter avec lui et même parfois un peu débattre, vous allez voir. Et pour terminer, nous avons notre collègue sociologue Jacques Hamel qui nous parle de Marcel Rioux, sa vie, son œuvre et une collection d'essais qui ont été publiés récemment pour rendre hommage à sa pensée sociologique québécoise. Mais d'abord, oligarchie ou démocratie? Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée. Et comme promis, notre invité aujourd'hui, Hervé Kempf. Merci beaucoup d'être là, M. Kempf. On vous avait déjà reçu pour votre livre précédent qui s'appelait attendez, je vais le retrouver. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Et vous nous revenez cette année avec L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Il faut dire aux auditeurs que vous êtes correspondant du Monde, vous vous intéressez beaucoup aux questions écologiques, réchauffement climatique, vous avez couvert le sommet de Copenhague et l'ensemble des activités qui tournent autour de ça, mais vous vous intéressez plus largement à la crise du capitalisme, aux questions de consommation, de surconsommation, de biodiversité. Et cette fois-ci, vous avez décidé de centrer votre réflexion sur la dégénérescence, écrivez-vous, de la démocratie. Et ce que vous nous dites, c'est que nous vivons, en fait, non plus en démocratie, mais dans un État oligarchique. Alors, c'est intéressant, parce que c'est un terme que les étudiants de sciences politiques connaissent, ou un certain nombre d'étudiants de philosophie connaissent, mais qui n'est pas répandu en ce moment pour désigner ou décrire les pouvoirs en société occidentale. Alors, vous allez d'abord nous aider à définir qu'est-ce que c'est l'oligarchie. Alors, je ne sais même pas si les étudiants en sciences politiques connaissent le terme d'oligarchie, parce que c'est un terme qui est sorti du langage de la science politique. Des observateurs politiques, des analystes aussi éminents que Marcel Gauchet ou Pierre Rosanvallon, pour citer des Français, ne l'emploient jamais ou ne l'employaient jamais jusqu'à très récemment. Et le dernier livre de sciences politiques qui est vraiment pris à bras-le-corps le concept de régime oligarchique, c'est un ouvrage de Roberto Michels qui s'appelait « Les partis politiques » et qui était paru en 1911, il y a 100 ans. Et donc, pour différentes raisons qu'on examinera peut-être plus tard, le concept oligarchique était disparu du discours de l'analyse politique. Il a commencé à réémerger, en fait, par le bon sens populaire et à la chute de l'URSS, le peuple russe a commencé à désigner ces personnages qui, d'un côté issus du Parti communiste de l'Union soviétique et de l'autre différents affairistes et mafiosos locaux qui s'étaient arrangés pour s'approprier les biens communs issus de l'écroulement de l'URSS. Et donc le peuple russe a commencé à employer le terme d'oligarque à leur propos. Et c'est comme ça que le terme revient peu à peu. Et il est repris régulièrement dans la presse pour désigner des dirigeants économico-politiques soviétiques, des oligarques. Moi, voilà, je le tout vois à fait. Et maintenant, on se rend compte que ce concept est tout à fait pertinent pour décrire d'autres cas aux Philippines, en Inde, en Chine. Et puis on se rend compte que même dans le capitalisme, dans les sociétés occidentales, ce terme est valable. Et ce qui est intéressant, c'est de pousser et d'aller plus loin de ce qualificatif d'oligarque, de cette groupe social d'oligarques, et effectivement de dire, est-ce que nous ne serions pas dans un régime oligarchique qui se définit comment? Eh bien, comme la situation. Alors, puisque vous évoquiez les étudiants en sciences politiques, rappelons ce que les étudiants en sciences politiques apprennent, et ils l'apprennent, on l'apprend depuis très longtemps, puisque c'est les politistes athéniens du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ qui ont défini les différentes façons par lesquelles les sociétés humaines peuvent se gouverner elles-mêmes. Et ce concept est à l'origine, à la racine de la culture politique occidentale. Donc il y avait la dictature, le gouvernement d'un seul qui s'impose au reste de la société. Et malheureusement, on en a toujours des exemples très, très douloureusement vivants, et je pense là par exemple à la Syrie. Il y avait la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui est la société dans laquelle nous voulons et nous croyons vivre. Et puis, il y a un troisième régime qui, précisément, est un petit peu oublié et qu'il est utile de revitaliser comme concept, c'est le concept de régime oligarchique. Donc, un régime où un petit nombre de gens
oligo peu nombreux, un petit nombre de gens va réfléchir, va discuter, va déterminer ce qui lui paraît bon, et puis ensuite va l'imposer au reste de la société. Alors, donc, vous dites, on est dans un État où la démocratie est soit confisquée, soit manipulée par un petit nombre de gens qui ont un intérêt, qui ont une conscience de classe très aiguisée, dites-vous, et qui imposent un certain nombre de décisions. Alors, évidemment, votre lecteur, l'électeur québécois qui vient d'aller aux urnes, qui a modifié un certain nombre de choses, va vous dire, ben non, c'est nous qui décidons, il y a des élections assez régulièrement, il y a des partis politiques, c'est pas une oligarchie, c'est une démocratie. Alors pourquoi ont-ils tort de dire ça? Parce que la démocratie, ça n'est pas seulement le moment de l'élection. Et au demeurant, il faudrait s'interroger sur la façon dont se déroule l'élection. Mais la démocratie, c'est aussi le temps de la délibération. C'est comment s'organise la délibération, comment s'organise la mise en scène des grands thèmes qui gouvernent, qui commandent le destin collectif, et comment on discute collectivement, on écoute les arguments, on se met en conflit, on choisit. Et donc tout ce temps de la délibération est tout à fait important. Et dans nos régimes, dans le système dans lequel nous vivons, eh bien, ce temps de la délibération est très largement conditionné. Il est conditionné par quoi? Par les grands médias de masse, qui sont essentiellement la télévision. Même si là, on est en train de faire de l'image, et sans doute ça sera vu par un certain nombre de gens, ça pèsera très peu auprès des 4h39 de télévision quotidienne que vont absorber les consommateurs d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que nous vivons dans un bain permanent de télévision, qui est un média de masse où, d'une part, l'information est très, soigneusement contrôlée, parce que ces chaînes de télévision, pour les plus importantes d'entre elles, appartiennent à des grands magnats ou à des entreprises qui ont un intérêt particulier à avoir un certain agenda idéologique. La deuxième chose, c'est que tout l'espace entre les bulletins de nouvelles et les débats, qui sont d'ailleurs assez rares, vont être occupés par des feuilletons, par des divertissements, par beaucoup de sport, c'est-à-dire par quelque chose qui va assez peu mettre en scène la société telle qu'elle se vit réellement, et va assez peu mettre en scène les débats et les questions auxquelles on se pose. Et puis troisième élément, parce qu'on est soumis en permanence à un message idéologique extrêmement puissant, qui est le message publicitaire, et qui dit en permanence une chose simple: consommez plus. Consommez plus, vous serez plus beau, plus riche, plus heureux, en meilleure santé, plus séduisant, plus séduisante. Voilà, vous resterez jeune. Mais l'essentiel, consommez plus. Et donc cet ensemble de choses fait que ce temps de la délibération imprègne totalement la démocratie, et fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne pensent plus vraiment à la chose politique, ou croient y penser, mais en fait pensent à des choses annexes. La deuxième chose, c'est que comment se déroule cette élection? On va revenir à l'élection. On va rester sur la télé pendant une seconde, puisque vous y venez, et vous incitez là-dessus. Vous reprenez d'ailleurs une thèse que Al Gore, l'ancien candidat à la présidence américaine, qui avait gagné par le nombre de voix, mais pas au bon endroit, dit aussi que pour lui, la télévision a fait en sorte de rendre la population apathique. Vous faites une démonstration intéressante du fait que ce qui est montré à la télévision française, mais ailleurs également, vous parlez de la surreprésentation des rapports émotionnels entre individus, compétition, frustration, désir, cupidité, qui évacue tout rapport collectif du champ de la conscience des spectateurs. Et vous êtes assez dur pour les jeunes en particulier, où vous dites le conditionnement mental et politique permis par le contrôle des médias et notamment de la télévision, la jeunesse est la première victime. Sa culture vient prioritairement du petit écran qui a favorisé tout à la fois sa niaiserie et son individualisme. C'est pas moi qui suis dur avec les jeunes. C'est le système qui les plonge dans cette situation où ils considèrent que voir 4 matchs de hockey par semaine, c'est extraordinaire, et que la question politique est oubliée. Bon, alors, si on prend ce critère, en fait, ce ne serait pas nouveau que nous vivions en oligarchie en Occident, parce que la télévision, elle existe dans tous les foyers depuis les années 60. Le fait que les ressources soient contrôlées par un petit nombre de grands propriétaires, c'est pire aujourd'hui, mais c'était déjà considérable dès les années 60. Alors, est-ce qu'on vit en oligarchie depuis quand?
D'abord, je n'ai pas dit, je laisse ouvert au débat la question de savoir si nous sommes en régime oligarchique. La chose essentielle que je dis, c'est qu'il nous faut repenser la politique en introduisant, au même titre que les autres, le concept de régime oligarchique. Moi, j'ai tendance à penser que nous sommes en régime oligarchique, mais si on me dit non, on est dans un état de la démocratie malade, c'est ouvert au débat. Je ne prétends pas fermer la porte. En revanche, bon, premier point. Deuxième point, c'est très nouveau sur la télévision. Dans les années, parce que dans les années 60, alors moi je parle en tant que Français, en tant qu'Européen, où la télévision est venue avec un décalage d'une dizaine d'années par rapport aux États-Unis. Alors pour le Québec, je ne sais pas. Mais en France, dans les années 60, la vie politique ne passait pas par la télévision. Parce que la télévision, c'était rare. Un poste de téléviseur, comme on disait à l'époque, c'était gros, ça coûtait cher, peu de gens en avaient. Il y avait une seule chaîne de télévision en France, c'était en noir et blanc. Je crois que ça n'émettait 6 heures par jour. Et donc, l'essentiel de la réflexion politique quotidienne, démocratique, se passait dans les repas de famille, dans les discussions au bistrot avec les amis ou avec les collègues, à la sortie de l'église, au syndicat, à l'association. Voilà, et puis dans les journaux, qui avaient une importance beaucoup plus grande, les quotidiens, qui étaient beaucoup plus lus proportionnellement et qui avaient une palette d'expression d'opinion beaucoup plus large. Donc, si vous voulez, la vie politique, la réflexion politique, la discussion politique était beaucoup plus éparse, était beaucoup plus vivante, était beaucoup plus disséminée. C'est très récent, quand je vous dis cette statistique de 4h39 par jour, qui est établie par des organismes qui étudient ça, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire qu'il y aurait une augmentation. Alors, je ne connais pas la courbe exacte de visualisation de la télévision, mais il y a une pente ascendante depuis une trentaine d'années. Donc, la situation de la vie politique dans les années 1960 et celle de maintenant est tout à fait différente. Par exemple, nous sommes certes très jeunes, mais nous avons, me semble-t-il, en tout cas moi, vécu un petit peu en tant que gamin les années 60. Je voyais une vie politique par mes parents, par tout ça, totalement différente. Bon, ça c'est... Alors je ne sais plus quel était le deuxième point. Non, mais voilà, je vais vous garder sur la télé un instant parce que moi j'ai vu aussi, j'étais correspondant en France au début des années 80. N'oublions pas le deuxième point qui est la propriété par... La propriété, il est clair qu'il y a une plus grande concentration de la propriété. Cependant, si on définit comme oligarchie également ceux qui contrôlent les leviers de l'État, le temps où l'État contrôlait la télévision devrait entrer aussi dans notre catégorie du contrôle par les oligarques de la télévision. Ce n'est pas parce qu'elle a été privatisée, si hier elle était aux mains de l'État dominant par des oligarques et maintenant elle est privatisée chez des oligarques, il ne devrait pas y avoir de changement de nature. La télévision avait beaucoup moins d'importance qu'elle n'en a aujourd'hui. Oui. Elle avait beaucoup moins d'importance qu'elle en a aujourd'hui. Deuxième chose, sur le contrôle et le pouvoir politique, c'est que je ne dis pas que la démocratie était parfaite dans les années 50, 60 et jusqu'aux années 70. Je dis simplement qu'elle était dans un état de santé beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Les personnels politiques et les personnels de la décision économique étaient beaucoup plus séparés que ça n'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en démocratie, il y a une sorte de séparation qui ne doit pas être tout à fait étanche entre ce qui relève de la décision publique et ce qui relève de la décision économique. Non pas que la décision économique soit néfaste en soi, au contraire, en démocratie, on a besoin d'une bonne économie, mais on considère que ce qui relève du bien commun, de l'intérêt général, des générations futures, de la solidarité, c'est une autre grille de critères, un autre système de valeurs que la poursuite de l'activité économique. Je me fais un peu l'avocat du diable avec vous. Hein? Bon, mais alors laissez le bon Dieu répondre quand même. Alors, en gros, les fonctions politiques et les fonctions économiques étaient beaucoup plus nettement séparées. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une fusion une fusion beaucoup plus grande de ces gens. Et donc là, on pourrait reprendre l'argument sociologique en examinant un certain nombre de trajectoires, en voyant comment des personnes qui sont experts du ministère ou sont hauts fonctionnaires au cabinet du ministère des Finances, etc., se retrouvent à la tête d'une banque, à la tête d'une compagnie pétrolière. Et donc, on a une logique de conflit d'intérêts qui est beaucoup plus grande. Je ne disconviens pas avec vous qu'il y a augmentation de la concentration du pouvoir capitaliste entre moins de mains, qu'il y a une conscience de classe chez les oligarques qui est très grande, qu'il y a une interpénétration de l'économique et du politique. Cependant, quand on revient aux années pré-Mitterrand, Mitterrand est élu en 81, avant 81, ce que vous dites maintenant, on le disait généralement, le premier ministre Pompidou venait de la banque.
plusieurs de ses collaborateurs venaient de la banque. Je veux dire, il y avait déjà... j'ai souri, et je trouve votre livre très intéressant, mais il y a un moment où vous dites 98 personnes en France contrôlent 50%. Bon, mais c'est les 100 familles. Ça a duré pendant 50 ans. On disait que 100 familles françaises contrôlaient l'économie française. Donc là, il y en a 98. Léger mieux, ou léger pire, légère concentration. Donc, je ne vois pas en quoi on pourrait dire... J'admets qu'en termes d'intensité de la difficulté, on est peut-être en situation aggravée, mais en termes de nature du poids des oligarques, donc des puissants dans la décision politique, je ne vois pas en quoi ce qu'on disait avant la prise du pouvoir par la gauche en 81, et qu'on disait, ben, vous voyez, le capitalisme, ce n'est pas la démocratie, la gauche ne peut jamais prendre le pouvoir. Une des raisons qui était invoquée, c'est que la télévision était contrôlée par l'État, et avec une seule chaîne, elle était en noir et blanc, les socialistes n'y étaient pas invités. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ben, Mitterrand a été élu. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu une démonstration qu'il n'y a pas de fatalité à ce pouvoir des oligarques? Il serait intéressant de voir ce qu'il a fait après. Mais moi, je ne raisonne pas. Je pense qu'il faut voir le film et il ne faut pas voir les photos. La démocratie, elle progresse, elle recule. Voilà, c'est un mouvement. Ce que vous disiez sur les 200 familles, pour reprendre, puisqu'on est un peu dans la culture politique française, mais ça relève de ce qui s'est passé. L'expression, je crois, date d'Alabier en 1923. C'est ça, Front populaire, absolument. Voilà. Et c'était les 200 familles, c'était les 200 actionnaires qui, à l'époque, possédaient la Banque de France. Et d'une certaine manière, on peut dire que les années 20 et 30 ont été une période oligarchique. C'est-à-dire qu'avec un recul de la démocratie, dans la foulée de l'ébranlement, de la catastrophe qu'a été la guerre de 1914-18, donc ça a bouleversé l'Europe, on était dans une période qui a été à la fois dans les années 20 de très grande expansion économique, mais d'un pouvoir capitaliste extrêmement fort, où précisément les formes démocratiques étaient très altérées. Donc on a eu et qui a conduit, pour élargir le spectre à la crise de 29, et où précisément aux États-Unis, et je dirais que c'est de là qu'est reparti le mouvement démocratique, Roosevelt a fini par être élu en 1932. Alors je ne sais plus, il faudrait relire ses discours et la façon, quel était le langage politique de l'époque, mais contre les banquiers, contre la finance. Contre les banquiers, c'était très clair que... Oui. Et qui a, par le New Deal, par une politique d'investissement public beaucoup plus démocratique, en s'appuyant sur les couches populaires, et sur une politique keynésienne qui était appropriée à l'époque, a renversé la tendance. Et donc on a vécu dans la foulée de cet élan une repoussée démocratique qui s'est, pour revenir à la France par exemple, concrétisée en 1944 et 1945 par une appropriation d'un certain nombre d'outils essentiels, notamment dans la finance, c'est-à-dire que les 200 familles correspondaient aux actionnaires de la Banque de France. La Banque de France a été nationalisée, EDF a été nationalisée, un certain nombre de choses sont rentrées, et on a, je pense, dans la foulée du New Deal américain, dans la victoire des États-Unis et de l'Angleterre et de la Russie au moment de la Deuxième Guerre mondiale contre une dictature, amorcé un mouvement de redémocratisation qui a été très puissant. Alors certes, imparfait, on est d'accord, mais voilà, il y a eu cette poussée qui a été très forte, et qui justement, c'est intéressante, et est arrivée à son terme dans les années 80, au moment, mais ça arrive souvent en France, c'est que nous votons à contre-courant. Par exemple, pour prendre un autre exemple, nous votons à gauche en portant M. Mitterrand au pouvoir, au moment où le reste de l'Occident, sous l'influence des États-Unis, Ronald Reagan et Margaret Thatcher en Angleterre, eux sont en train de passer dans un néo-capitalisme. Et 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? Les Français sont obligés de dire, bon, là, on va suivre le mouvement. On va tellement dans le mur. Vous avez le droit à l'originalité, c'est déjà ça. On continue, et toujours là, dans un sens, à mon sens, moins agréable, en élisant Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire en élisant un clone de George W. Bush, au moment où, quand même, on sent un reflux de la pensée néo-capitaliste qui est en train de se manifester, même si on est en pleine bagarre. C'est pour ça que c'est un peu... Ce que je veux faire sentir, c'est qu'il y a des mouvements. Il y a des mouvements, mais il y a des mouvements même à l'intérieur de ces cycles. Alors, bon, je suis content que vous citiez Roosevelt comme une des figures démocratiques avec lesquelles vous êtes d'accord, c'est également mon cas, mais ça démontrait que la démocratie
américaine, dans un moment de très forte oligarchie, d'inégalité de revenus énormes et de trust, était capable de se ressourcer et ensuite de restructurer son affaire. Donc, s'ils étaient capables à l'époque, ils sont peut-être capables encore aujourd'hui. Mais même dans cette... nuance. Peut-être. Allons-y. Mais même dans cette période-ci où vous parlez, bon, de la télévision, l'apathie des gens, etc., ce qui n'a pas empêché que toutes les élites européennes et françaises voulaient que les Français ratifient le traité, la Constitution européenne. Ils ont dit non, en assez grand nombre, qu'ils se rebiffent assez régulièrement un certain nombre de décisions. Les oligarques américains ne voulaient pas d'Obama, et puis finalement, ils s'en sont accommodés. Il y a des tas de... Vous dites vous-même, bon, la majorité des pays d'Amérique latine sont devenus des démocraties au cours des 15 dernières années. Ce n'était pas le premier choix des oligarques. Je veux dire, il semble que malgré leur volonté réelle, elle existe, ils ont un intérêt, ils ont des moyens, mais ils se font régulièrement déborder par la démocratie. Ça doit quand même vouloir dire quelque chose. Tant mieux, mais ça ne vient pas de l'oligarchie elle-même. Et ça qui est important, c'est que ça vient d'un mouvement populaire. Mais je vais reprendre une chose que vous avez citée, 2005. L'oligarchie française dit, et européenne dit au peuple français, vous allez voter pour le traité de projet constitutionnel européen, sinon ça sera la catastrophe, etc. Au terme d'un travail d'1 an qui était vraiment passionnant, ou de 6 mois, de prendre ce texte très compliqué, de le lire, de le dépioter, de discuter par Internet, les gens en discutaient, là on parle entre amis, etc., dans les cafés, là vraiment il y a eu un renouveau de la réflexion, et le peuple finit par dire non, alors que tous les médias, télévision comme écrit, leur disaient il faut voter oui. 53%, c'était une majorité claire, ou 54%, franche et massive, contre le rejet, le peuple a parlé. Donc le traité de projet constitutionnel européen devrait être remis sous la table. 1 an après, il ressort sous le nom de traité de Lisbonne et il est imposé par un vote au Parlement, etc. Même scénario pour l'Irlande, même scénario pour les Pays-Bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est maintenant, et ça c'est pour moi, je ne l'évoque pas trop au Québec parce que je ne sais pas dans quel... Mais pour les Européens, c'est extrêmement important, ce moment où un peuple dit non, et 3 peuples, pas seulement la France, 3 peuples, les Irlandais, les Néerlandais, les Français, on dit non de manière très réfléchie à quelque chose, et on nous impose. Et là, c'est typiquement vraiment un exemple de reflux de la démocratie. Je vais reprendre un autre exemple, vous l'avez cité au début, Al Gore. Vous l'avez cité, il a été élu avec plus de voix. Manifestement, Al Gore avait gagné les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les tripatouillages incroyables qui sont passés à la fin de l'année 2000 avec ce jugement de la Cour suprême, C'est la Cour suprême, oui. Et George W. Bush a été élu alors qu'il avait... Il a été élu. Il n'avait pas été élu. Il a été élu par la Cour président suprême de la République. Ouais. Donc, mais voilà, 2 ans plus tard, tour. il a été plébiscité par une majorité d'Américains lors des élections de mi-mandat et encore une fois, l'élection suivante. En 2004, les élections de mi-mandat en 2001, 2002, c'était après le 11 septembre. Moi, il se trouve que je faisais un reportage en 2004, à peu près aux États-Unis, dans le Middle West, au moment des élections américaines. J'ai jamais vu un exemple de manipulation, de conditionnement, comme on parlait tout à l'heure. Vous savez, il y avait une sorte de gradation à l'époque, les alertes terroristes. Et alors, il y avait vert, rouge, orange, enfin, il y avait toute une gradation. Et puis, de manière répétée, j'étais resté assez longtemps. Les États-Unis sont en alerte orange et rouge. Il peut y avoir un attentat, la menace, le CIA, la FBI nous dit que... Et ils ont fait ça. Pendant 6 mois, les Américains ont été soumis à ça. Je ne parle pas sur les attaques ignominieuses à l'égard de M. Kerry, qui était certes pas le meilleur candidat démocrate, mais enfin, la façon dont il a été... Et donc, il jouait sur une manipulation d'opinion dans toute l'équipe de George W. Bush, avec Karl Rove, dont j'ai appris qu'il s'était reconverti pour aider apparemment des candidats canadiens aux élections, de conditionnement d'esprit. Donc, oui, il a été élu, George W. Bush. Est-ce que c'est ça la démocratie? Et puis ensuite, Obama a été élu. C'est ce qui est surprenant. Suivons la suite du film. Obama est élu. Obama est élu par un mouvement populaire réel, incontestable. Et là, il se trouve aussi que j'étais au moment de l'élection américaine, au dernier moment, en novembre en 2008. C'était impressionnant à voir. Des bleds de l'Arizona, vous voyez le soir de l'élection des gens qui sortent en voiture en criant, ce qui est très fréquent en France, mais aux États-Unis assez rare. Tout le monde était heureux. Et Obama a été élu incontestablement en s'appuyant sur une base populaire, par un vrai mouvement populaire. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller comme l'homme pour lequel nous avons beaucoup d'estime, Roosevelt, au conflit, en disant
qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais au compromis. Alors, moi, je pense que personnellement, Obama est quelqu'un qui a un vrai enracinement social, qui a un vrai intérêt pour... Il n'est pas cynique ou hypocrite, mais il s'est dit, le rapport de force est tel, je dois faire un compromis. Ouais. Et au lieu de s'appuyer sur sa base sociale, sur les gens qu'il avait élus, il a... transigé. Il a transigé sur tous les dossiers. Il a transigé sur Guantanamo. Il a transigé sur l'Afghanistan. Il a transigé sur la réforme de Wall Street. Il a transigé sur la réforme de la santé. Il transige sur tout. Et qui est son directeur de cabinet, qui a été élu en janvier dernier? William Daley. Qui est William Daley? Un administrateur de la JP Morgan Bank, c'est-à-dire une de ces banques qui sont au cœur du système qui maintenant s'impose à la démocratie. Hervé Kempf, on va faire une pause tout de suite, avant que vous continuiez sur ce point, qui est tout à fait valable, comme la plupart des autres que vous faites. On va faire une plage musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous et pourquoi? Eh bien, Richard Desjardins, qui est d'abord un très bon chanteur, un très bon musicien, ce qui est l'essentiel dans ce genre de cas, et qui en plus est un artiste, comme on dit, qui s'engage, qui ne reste pas derrière son micro à gratter sa guitare, mais qui s'est engagé. Alors, il s'est engagé, vous le savez mieux que moi, sur les forêts. Il a fait un très beau film sur les... L'erreur boréale. Voilà. Et là, il a une chanson, je crois qu'il va refaire prochainement quelque chose sur le pétrole. Ça va être passionnant. Et là, il a fait un disque qui s'appelle L'Existoire. L'Existoire. Et une chanson de développement durable qui est savoureuse. Mais pour moi, français, il faut que j'ai le texte sous les yeux pour bien tout comprendre. D'accord. Alors, on écoute, grâce à vous, Hervé Kempf, Richard Desjardins, développement durable, et on revient tout de suite après. Après, je me suis perdu dans les chemins de compagnie, puis un arbre à perte de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC, j'avais du temps devant moi, ça fait que j'ai vidé un lac. Qu'est-ce que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute. De retour à la planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée, avec notre invité Hervé Kempf, auteur de L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Alors évidemment, une de vos thèses principales, c'est que nous sommes à la veille d'une crise écologique majeure, à la fois de réchauffement climatique et de dégradation de la biodiversité, et que donc nous sommes dans une situation devant une obligation de redéfinir notre façon de consommer l'énergie, notre façon de voir notre rapport à la production et à la consommation. Et évidemment, vous dites, devant nous, il y a l'oligarchie qui nous dit, pas de problème, consommons, on est en croissance. La droite dit ça, il y a une partie de la gauche qui dit ça, on est en croissance, et qu'on est conditionné à consommer. Alors, mon contre-argument, c'est qu'on a quand même vécu ces dernières années, autour de la discussion sur les changements climatiques, une extraordinaire conversation nationale et internationale sur les dangers des changements climatiques, des réunions internationales nombreuses, des politiciens de gauche, écologiques et de droite qui ont dû s'engager sur des actions. L'Union européenne elle-même est assez en pointe sur sa volonté de réduire ses gaz à effet de serre. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis, mais il me semble que si j'étais oligarque et que je voulais la croissance à tout prix, je me rendrais compte que j'ai devant moi un corps social, démocratique, d'ONG superbement organisé et qui ont réussi à me faire reculer à plusieurs égards. Et si j'étais plutôt écologiste, ce que je suis, je me dirais, quand même, on a suffisamment d'espace de liberté pour avoir imposé ces thèmes-là et avoir fait progresser ce débat-là de façon assez remarquable, non? Malheureusement, je crois que ce n'est pas les écologistes, malgré leur fougue, qui ont imposé ce thème. C'est la réalité qui a imposé ce thème. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui prétends qu'il y a une crise écologique. Et je ne dis pas que nous allons aller dans une crise écologique. Nous sommes déjà engagés dans une crise écologique. Et toute la masse de documentation, d'enquête, d'investigation, de recherche scientifique nous le dit. Et à la base, tout ce qui nourrit cette préoccupation, ce n'est pas tel ou tel mouvement ou discours écologiste, c'est un corpus de documentation scientifique qui est de facto incontestable, que ça concerne le changement climatique, que ça concerne l'érosion de la biodiversité, que cela concerne la dégradation de nos écosystèmes. Donc c'est la réalité. Mais c'est la réalité, mais qui n'est pas niée, je veux dire, qui a été mise au jour, qui a été mise de l'avant, et donc les oligarques sont débordés dans leur propre discours qui serait de dire, alors aux États-Unis, ils ont réussi à vendre l'idée que la crise n'existait pas, mais en Europe, au Québec, ils n'ont pas réussi.
En Europe et au Québec, non. Donc heureusement, il y a des mots de résistance. Mais j'ai l'impression que le Québec fait encore partie d'un Canada, dont le tout nouveau Premier ministre, en fait, a une vision du changement climatique qui est plus proche de celle des frères milliardaires Koch ou de M. Claude Allègre pour la version française que de celle du groupe intergouvernemental. Mais vous voyez où je veux en venir. Est-ce que ça ne témoigne pas, à l'inverse de votre thèse, d'un grand espace démocratique et de débat contre l'intérêt des oligarques? Ma thèse, elle n'est pas que les choses sont fermées. Elles sont que les choses sont en train de bouger. Qu'on est dans une situation proche du régime oligarchique. Je ne dis pas qu'on y est pour l'éternité. Je dis que ça peut changer. Pourquoi même en parler sinon dans l'espoir que ça va aider à réanimer, que ça va accompagner le mouvement qui est en train de se produire de reconquête de la démocratie. Donc ma thèse n'est pas que l'oligarchie est toute puissante et qu'il n'y a rien à faire une fois qu'on a établi qu'on est en régime oligarchique. Ma thèse, elle est, j'allais dire, presque pas inverse, mais elle est de dire, oui, on est dans quelque chose qu'on n'arrivait pas à nommer ou qu'on avait oublié de nommer, dont on peut décrire assez précisément les modes de fonctionnement, et donc ça doit nous aider à retrouver l'énergie pour réorienter le destin collectif dans une autre direction. D'ailleurs, vous dites ce qui reste de démocratie est suffisamment vivace pour qu'il nous permette de refuser la servitude. Si c'est écrit, c'est écrit vers la fin, mais j'apprenne le livre je suis allé jusqu'à la fin. Et vous nous dites, il y a trois hypothèses devant nous. Rien ne garantit, même en démocratie, que le peuple adopterait les choix qui me paraissent nécessaires. Alors là, ça, c'est intéressant parce qu'on a une expérience canadienne récente à l'élection de 2006. Il y avait un grand parti politique, proche des oligarques à certains égards, mais dirigé par un ancien professeur de sciences politiques de l'Université de Montréal, Stéphane Dion, avec lequel je suis en désaccord sur plusieurs points, mais il avait décidé que son grand programme serait ce qu'il appelait le virage vert, avec une refonte complète de la fiscalité pour la rendre, pour utiliser une taxe sur le carbone, faire des bonus-malus, etc. Un programme qui était excellent. Il a subi une dégelée extraordinaire de la part de l'électorat qui n'en voulait pas. Et même en Colombie-Britannique, en ce moment où il y a une taxe sur le carbone, le gouvernement n'arrive pas à défendre sa taxe sur le carbone, alors que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'elle est installée, qu'elle est assez légère. Alors, il y a quand même une résistance intrinsèque de l'électorat à certains des changements que vous et moi approuverions, mais c'est pas gage que nos idées vont avancer en démocratie. Non, alors Stéphane Dion, je ne peux pas commenter parce que je connais mal, je connais un petit peu le personnage et ce que vous en avez dit est très clair, mais je ne connais pas les circonstances de sa défaite pour la commenter. En revanche, sur la taxe carbone, je me sens plus à l'aise parce qu'on a vécu la même histoire en France. Oui. Un gouvernement qui prétend très conservateur, un clone de George W. Bush, je l'ai dit, mais qui prétend, parce qu'il y a, comme vous l'avez rappelé en Europe, quand même une sensibilité environnementale beaucoup plus forte, et donc dit jouer sur l'environnement et dire je vais faire une taxe carbone. Mais ce qui est apparu aussi, c'est que vous ne pouvez pas changer une fiscalité juste sur l'écologie dans le cadre d'une fiscalité qui globalement est injuste. Et c'est ça le problème, et qui est rejailli. C'est qu'on ne peut pas faire une réforme écologique si on reste dans un système d'inégalité extrêmement grand, en l'occurrence oligarchique, mais un système d'inégalité extrêmement grand. C'est-à-dire qu'une réforme écologique ne peut pas se faire de manière abstraite par rapport à une refonte générale il y avait aussi le problème de la situation de justice sociale, parce qu'on ne pourra pas aller... Je veux dire, pour aller dans l'effort de cette transformation écologique, il faut que cet effort il soit commun, il soit partagé. Et c'est ça qui a bloqué sur la taxe carbone, c'est que ça paraissait injuste. D'une certaine manière, donc vous m'apprenez que le gouvernement actuel du Québec voudrait faire une taxe carbone. Moi, tout ce que j'apprends depuis une semaine sur le gouvernement du Québec, c'est quand même que... C'était le Parti libéral canadien à l'élection précédente. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Mais, je peux vous dire, pour la France, c'est très clair, on ne peut pas faire de réforme de la fiscalité dans un sens écologique si on ne fait pas une réforme de la fiscalité qui change pour la rendre juste, parce que maintenant, elle est devenue totalement injuste. Alors, vous dites, il y a 3 hypothèses devant nous. Premièrement, incapable de se transformer, le capitalisme évolue vers une situation où la dictature se mêlera au chaos. Deuxièmement, une assez large fraction de l'oligarchie reconnaîtrait l'ampleur du danger et imposerait à l'autre partie de l'oligarchie un changement radical.
Et la troisième hypothèse, c'est la communauté des citoyens qui bousculerait l'oligarchie et choisirait l'automodération. Alors, expliquez-nous chacune. D'abord, pourquoi, dans un premier temps, le capitalisme actuel, sans transformation, évoluerait vers la dictature et le chaos? Parce que la poussée de la crise écologique devient de plus en plus claire, que la poussée de la crise sociale, animée, si je veux dire, ou exacerbée par cette crise économique latente, fait des pressions de plus en plus fortes, et que la réaction de l'oligarchie actuelle, qui fondamentalement son objectif c'est maintenir son système de privilèges et conserver le système tel qu'il est, pour pallier à ça, d'une part, utilise de plus en plus les forces policière, la répression des droits. On en a vu un exemple, par exemple, dans la façon dont le G20 s'est tenu à Toronto l'année dernière. C'était totalement abracadabrant. D'autre part, en ayant une politique extérieure de plus en plus agressive, nous sommes toujours en guerre en Afghanistan. Il y a le meurtre de M. Ben Laden sans aucun jugement ou recours à la justice. On intervient en Libye de manière, là aussi, qui devient abracadabrante. On a une augmentation des budgets militaires, etc., importante. Et par ailleurs, d'évoluer vers un retrait. Et par ailleurs, d'exciter dans les couches populaires, dans les classes moyennes, etc., comment dire, un sentiment d'insécurité, de nous sommes en coup tourés par les Chinois, les Arabes, les immigrants, il faut se protéger. Voilà. Donc à la fois de régression des libertés publiques à l'intérieur, d'actions de plus en plus violentes, aussi bien en interne qu'à l'extérieur, et par ailleurs d'exciter, parce qu'ils sentent bien que cette colère populaire monte, et l'orienter vers des solutions d'extrême droite. Pardon. Je vous en prie. Alors, deuxième hypothèse, pourquoi est-ce qu'une partie de l'oligarchie deviendrait éclairée et voudrait imposer un changement à l'autre partie? Parce que là, sur le plan sociologique, dans la définition de groupe social de l'oligarchie, c'est pas un groupe monolithique. Parce que précisément, comme j'ai dit, le régime oligarchique, ils font discussion entre eux. Donc, et vous avez une partie qui dit « Ouh là là, ça va un peu fort, on va aller dans un côté plus social-démocrate, entre guillemets, enfin un peu plus... Donc, ça serait, pour prendre un exemple, Obama. Ou Dominique Strauss-Kahn. Ou Dominique Strauss-Kahn, directeur du Fonds monétaire international, et qui, la semaine dernière, quand il était à Paris, on l'a vu à côté du dernier modèle de la Porsche, et qui disent « On ne va rien changer au système, à la logique de croissance. Et de recherche de la croissance maximale et d'augmentation de la production matérielle, mais on va être un peu plus social, on va un peu changer le système fiscal à la marge, c'est-à-dire qu'on va s'accommoder au système, on va comprendre qu'il faut lâcher du lest sur le plan social, sans rien changer par rapport à la logique économique, parce qu'on ne veut pas prendre en compte pleinement la crise écologique. Ce serait un sauvetage du capitalisme par une réforme social-démocrate, mais ça ne changerait rien. Moi, je pense que ça ne changera rien au fond, parce qu'on sera toujours dans la logique dominante principale qui est la croissance par rapport au problème principal qui est la question écologique, et que par ailleurs, le reste de l'oligarchie va de plus en plus réagir, faire pression pour basculer ça. Et bon. Alors, la dernière hypothèse, et c'est celle que vous souhaitez, et c'est intéressant dans votre livre parce que vers la fin, comme toujours, on cherche, alors, tout va mal, que faire? Et vous dites, je ne répondrai pas à cette question-là parce que c'est à la société d'inventer que faire. Vous donnez un certain nombre d'exemples de choses qui sont en train de se faire au niveau micro. Peut-être que par voie cumulative, il y aurait un impact. Et vous terminez par cette notion intéressante de la vertu. Que finalement, ce qu'il faut, c'est de la vertu. Et là, vous refaites la boucle avec la démocratie athénienne. Pourquoi? Donnez-nous un petit cours de vertu en terminant. Simplement pour dire que la démocratie, c'est pas seulement les conditions institutionnelles de délibération, le dispositif démocratique qu'on a esquissé dans cette discussion, même si c'est absolument important. Donc le respect des droits de l'homme, l'ex-séparation des pouvoirs, la participation des citoyens, etc. C'est absolument important, mais il faut aussi que la démocratie vive
Et elle vit par les citoyens, elle vit par le sentiment que eh bien, la chose publique nous appartient, mais qu'on en est aussi co-responsable, que l'on doit s'engager, que l'on doit aller écouter, que l'on doit s'informer, que l'on doit éventuellement manifester ou aussi applaudir et soutenir, et qu'il faut s'engager. Et dans mon sens, enfin, tel que j'emploie ce mot, cette vertu, c'est tout simple. C'est de dire, il n'y a pas de démocratie sans démocrate, il n'y a pas de république sans citoyen. Et peut-être en Occident, dans les pays riches, nous sommes-nous habitués parce que cette démocratie, on a quand même cette longue et belle histoire, même si elle était tumultueuse et difficile de la démocratie, on s'est habitué à ce qu'elle soit une sorte d'acquis dont on n'aura plus à se préoccuper. Eh bien si, on a à nous en préoccuper. Et c'est pour ça que je reviens un peu sur... Et merci d'avoir souligné ces 3 scénarios. Je reviens sur le 3e scénario, sur lequel on peut aussi s'appuyer sur ce qui se passe dans le reste du monde. C'est-à-dire que c'est quand même tout à fait fascinant de voir que la démocratie, elle revit par des peuples dont on nous disait qu'ils étaient soumis à l'islam, ou en Tunisie, en Égypte. Toute l'Amérique latine, je crois que vous l'avez évoqué, a quand même bougé de manière passionnante. Même on décèle beaucoup de signes en Afrique où il se passe des choses intéressantes. On voit beaucoup de bagarres en Inde, qui sont des luttes très fortes. Et d'une certaine manière, cet élan démocratique, moi je suis assez content, en tant qu'occidental, que on pourrait dire qu'il a été formulé dans la culture occidentale et que maintenant, il s'est approprié, il devient une sorte de valeur universelle. Et c'est des pays du Sud qui nous le renvoient. Qui, je ne dirais pas donnent la leçon, mais nous redonnent de l'énergie, nous disent, ça dépend de vous, d'abord les citoyens, la vertu, c'est ça. Une vertu qui, au demeurant, demande un petit peu de courage. Oui. Je le souligne parce que la Tunisie, l'Égypte, c'est pas seulement Twitter, c'est pas seulement Facebook, c'est aussi une confrontation s'exposer aux forces de l'ordre face à des pouvoirs qui sont, et là, on a cité la tendance autoritaire de l'oligarchie, ils deviennent aussi extrêmement violents. Donc, il va falloir se confronter à ça de manière non violente, mais c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Hervé Kempf, qui est Cynthia Fleury? C'est une philosophe française que je ne connais pas personnellement. Elle a une phrase magnifique que vous citez. « Les individus ne sont pas devenus fondamentalement peureux. Ils ont simplement perdu l'entraînement au courage. » On va terminer là-dessus. Vous avez choisi une autre plage musicale pour terminer notre entretien. Laquelle et pourquoi? Alors, du compositeur André Mathieu, qui est interprété par Alain Lefebvre. Tout simplement parce que je l'ai découvert cette semaine. Je suis au Québec, j'ai le plaisir d'être au Québec depuis une petite dizaine de jours. Et on a écouté une bribe de musique. On m'a raconté l'histoire de ce compositeur que j'ignorais totalement. Et je suis ravi de... Vous êtes comme beaucoup de Québécois parce qu'on l'a redécouvert l'an dernier grâce à Alain Lefebvre. Alors, Hervé Kempf, je rappelle le titre de votre livre, « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Je pense que les auditeurs et les téléspectateurs ont vu que ça suscite des débats, j'espère, intéressants. Et c'est à l'Histoire immédiate au Seuil. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et on écoute, grâce à vous, André Mathieu, interprété par Alain Lefebvre, Allegro. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons parler maintenant de Marcel Rioux, qui est un des grands de la sociologie québécoise, qui nous a quittés, mais pas complètement, parce que 2 de nos collègues de l'Université de Montréal, notre ami Jacques Hamel et Marcel Fournier, ainsi que Julien Forgue-Lecavalier, lui ont consacré un ouvrage, « La culture comme refus de l'économisme », avec des écrits de Marcel Rioux, qui jalonnent sa carrière et son questionnement sur la société, surtout sur la société québécoise. Pour nous en parler, un de ceux qui sont responsables de cet ouvrage, Jacques Hamel, sociologue à l'Université de Montréal. Merci d'être là. C'est un plaisir. Alors d'abord, parlez-nous de Marcel Rioux. Marcel Rioux, ça a été à l'origine un anthropologue qui s'est ensuite converti à la sociologie, mais en fait, je crois qu'il est toujours resté anthropologue, qui a été professeur à l'Université de Montréal pendant plusieurs décennies. C'est une figure marquante de la sociologie. On se plaît d'ailleurs dans la discipline à associer Rioux à Fernand Dumont et à Guy Rocher, qui forment un peu le trio
qui donne tout son droit à la discipline au Québec. Alors donc, Rioux a été une figure marquante en sociologie, mais ça a été aussi un intellectuel public. Très engagé. Très engagé, qui a pris parti à propos de la question nationale, bien évidemment. Il a été un de ceux qui a espéré une social-démocratie, mais qui aurait pris la forme de ce qu'il appelait un socialisme autogestionnaire, donc une figure de gauche, quand même ouverte à différents courants, autant politiques, théoriques, du côté de la France comme des États-Unis. Alors, vous avez choisi comme thème central la culture comme refus de l'économisme. D'abord, définissez économisme. Bien, l'économisme, au sens où l'entend Rioux, c'est bien évidemment l'aplatissement de la vie sociale par l'économie comme pratique, mais aussi par l'économie comme discours, l'économie aussi comme science, puisque les économistes se targuent d'être scientifiques. Alors pour Rioux, effectivement, l'économisme portait atteinte, portait préjudice à ce qu'est la vie sociale. Pour lui, c'est une vision extrêmement réductrice de la vie sociale, puisque en sa qualité d'anthropologue, pour lui, la vie sociale, c'était aussi, peut-être même surtout, la culture. Alors, la culture combinée à la politique et à l'économie. De ce point de vue, pour lui, l'économie n'était qu'une partie de la société, une partie de la vie sociale. Alors, il lui opposait la culture. Mais quelle culture et comment? Bien, quelle culture? Pour lui, la culture, ça débordait largement les arts et, disons, les pratiques culturelles, bien qu'il reconnaissait, il avait beaucoup d'amis chez les créateurs, chez les artistes, mais pour lui, la culture, c'était des façons d'être, des façons de penser, des façons d'agir qui donnaient un sens à la société dans laquelle on évolue. Pour lui, la culture, et là, il était largement inspiré par un penseur français qui était son ami, qui s'appelait Cornelius Castoriadis, c'est l'imaginaire de la société. C'est, à un moment donné, l'idée qu'on se fait de la bonne vie, de la bonne société, et qui vient gouverner, en quelque sorte, nos façons d'agir, nos façons de penser, et qui détermine un peu ce qu'est l'action des individus et des groupes dans la société. C'est-à-dire l'image que collectivement on se fait de soi-même, de son parcours, de ce qu'on est, des relations qu'on a? L'image, oui, mais pour lui, ça s'incarnait aussi dans une espèce de projet. Un projet, bien évidemment, politique au sens large du terme, mais une conception qui était communément partagée et qui venait, en quelque sorte, façonner largement nos relations avec les autres, la relation que la société pouvait entretenir avec son environnement, avec les autres sociétés. Et de ce point de vue-là, il avait une vision extrêmement anthropologique de la culture. Dans ses travaux sociologiques, il s'est intéressé au Québec, quels seraient, selon vous, ses principaux legs? Bien, évidemment, on retient de Rioux son fameux livre qui est toujours connu, qui s'intitule « La question du Québec », où là, évidemment, il essaie de montrer, tant bien que mal, que le Québec est mu par une culture individuée, comme il le dit, c'est-à-dire une culture qui est spécifique à cette société, une culture qui a pris corps depuis la conquête jusqu'à aujourd'hui, en fonction des ressources qu'on retrouve dans cette société, en fonction de l'évolution des idéologies, de la vie politique au Québec. Mais on va découvrir dans le livre des écrits qui sont peut-être moins connus que la question du Québec, mais tout aussi importants, et qui portent sur, par exemple, une large réflexion sur cette notion de culture. On retrouve aussi des textes qui sont plus polémiques, plus politiques. Je pense notamment au fameux rapport sur le tribunal de la culture. Alors, situez-nous le contexte. Alors, Robert Bourassa, premier ministre début des années 70, annonce le thème de la souveraineté culturelle. Oui, il met ça de l'avant, un peu pour répondre au mouvement nationaliste. On est à la veille de la première élection du gouvernement du Parti québécois. Il avance cette notion de souveraineté culturelle que Rioux va se faire un devoir de mettre en cause à la demande de certains créateurs, de certains artistes qui se plaignaient
de la gestion du ministère des Affaires culturelles de l'époque. Alors, Rioux accepte de présider cette commission et au terme de la commission, où on tient des audiences... Mais c'est une commission autogérée, c'est pas une commission désignée... c'est un genre de tribunal intellectuel indépendant. Oui, qui se tient, mais qui tient des audiences publiques où tout le monde vient présenter un peu son point de vue, ses doléances, notamment à l'égard du ministère de la Culture de l'époque. Et à la suite de ça, il va rédiger un important rapport qui va être publié dans la revue Liberté, où il aborde la question de la culture, la notion de culture, et sur cette base, tire à boulet rouge sur cette notion de souveraineté culturelle, puisque pour lui, il ne peut pas y avoir souveraineté culturelle sans souveraineté économique et politique. La souveraineté est indivisible. Voilà. Et la culture englobe tout. Voilà. Alors... Et il en fait la démonstration dans ce fameux rapport qui, je dois dire, est encore d'actualité et tout à fait fascinant à relire. Très bien. Alors, ça nous donne le goût donc de relire Marcel Rioux, La culture comme refus de l'économisme, texte choisi et présenté par Jacques Hamel, Julien Forgue-Le-Cavalier et Marcel Fournier. C'est aux presses de l'Université de Montréal. Et pour terminer, vous avez choisi une plage musicale, une chanson que Marcel Rioux aimait bien, du moins son interprète. Oui, il a été ami pendant très longtemps avec Pauline Julien, Gérald Godin, et il aimait beaucoup cette chanson, qui est la chanson de Claude Gauthier, Le plus beau voyage. Magnifique chanson. Merci beaucoup, Jacques Hamel. C'est un plaisir. Et on écoute, grâce à vous, Pauline Julien, qui chante Claude Gauthier, Le plus beau voyage. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, le lot de mes ans et la vie, et celle de toutes mes partances. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes conviés. Également, et en particulier, les écoles internationales d'été du Cerium qui se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Les thèmes cette année, la question de la Chine, le printemps arabe, la Scandinavie, le modèle scandinave, pourquoi est-il un succès, la biodiversité, les droits de l'homme sur Terre et gestion de crise. Vous trouverez tout ça sur le site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerriev, Charlène Ricard et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.